Joueurs et joueuses, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo avec un retour sur la démo de The Legend of Heroes Trace Beyond the Horizon. Je vais être honnête avec vous, je voulais vous sortir ma vidéo sur Xenoblade Chronicles Cross. Je sais pas si vous l'attendez encore vu que ça fait 9 mois que le jeu est sorti, mais j'avais envie de la faire et vous allez en avoir pour votre argent. Si vous faites partie des contributeurs, parce que sinon vous ne payez rien. Étant donné que Falcom vient de mettre à disposition non pas une, mais deux démos pour le dernier épisode de la série des Trace, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo en attendant. Et donc, oui, j'ai bien dit non pas une, mais deux démos, mais je vous avoue que je n'en ai essayé qu'une seule. Il y en a une qui reprend le prologue et qui dure un peu moins de 3 heures, et la seconde qui détaille le système de combat. Autant ça ne me dérangeait pas de faire les premières heures de l'aventure, autant je n'avais pas envie d'essayer la seconde si c'est pour découvrir un passage du jeu que l'on verra plus tard dans le scénario. Petite présentation de The Legend of Heroes Trace Beyond the Horizon pour les 2-3 du fond qui ne connaîtraient pas. Il s'agit du 13e épisode de la série des Trace. On est sur l'arc de Calvard, le 4e arc après les 3 Trace in the Sky, Trace from Zero et Trace to Azure, les 4 Trace of Cold Steel et Trace into Reverie. Alors je suis un peu embêté parce que quand j'avais fait Trace to Daybreak premier du nom, je vous avais dit que celui-ci était une bonne porte d'entrée dans la série, même si pas non plus la meilleure porte, mais ça ne change pas. Le meilleur moyen de découvrir les Trace, c'est de se lancer dans Trace in the Sky, et aujourd'hui le remake est là pour ça. Bref, concernant Trace Beyond the Horizon, je suis obligé de compléter ce discours parce qu'à la manière de Trace into Reverie, Beyond est un épisode qui va nécessiter d'avoir terminé plusieurs arcs précédents pour être certain d'y comprendre quelque chose. Sinon, le titre sortira le 15 janvier 2026 sur PlayStation 4 et 5, Switch et Switch 2, et PC, en physique et en numérique, et comme vous pouvez le voir sur les images, les textes sont uniquement disponibles en anglais. Ici, on suit les aventures de Van Arkwright, un Spriggan, genre de mercenaire ou d'homme à tout faire, toujours accompagné d'Agnès qui recherche les 8 Genesis pour éviter la fin du monde, et du reste de la clique. Mais tout ce beau monde va être rejoint par des personnages issus d'arcs précédents comme Rin, le héros des Trace of Cold Steel, ou Kevin que l'on dirigeait dans Trace in the Sky the Third. Et pour ce que j'en ai fait, j'ai l'impression que ce n'est pas excessivement gênant de ne pas connaître Kevin avant de le voir débarquer dans l'aventure. Autant en ce qui concerne Rin et d'autres personnages, Horizon spoil sans trop se poser de questions Trace of Cold Steel et Trace into Reverie. Donc, soyons clairs, nets et précis. Faire Trace Beyond the Horizon sans avoir fait Trace Through Daybreak 1 et 2, c'est un grand non. Et se lancer dans Horizon sans avoir fait les arcs précédents, en particulier Cold Steel et Reverie, je ne peux que vous le déconseiller. Concernant le scénario, le prologue est assez avare en informations, mais il reste intriguant. On a d'un côté Van et compagnie qui va faire la connaissance de Rin et des autres, mais on a surtout, en parallèle à cela, la République de Calvard qui se lance à la conquête de l'espace. L'introduction nous indique que la raison officielle, c'est pour pouvoir mieux analyser l'état du continent de Zemuria, mais cette tentative d'envoyer un satellite au-dessus de notre tête pourrait permettre de répondre à certaines questions laissées en suspens par certains épisodes précédents. Pour le reste, un petit détour par la case gameplay, les combats ont été légèrement retouchés par rapport à Daybreak. On garde la base avec un système qui mélange temps réel et tour par tour. D'ailleurs, si le gameplay est très proche de celui de Trace in the Sky First Chapter, les boutons ne sont pas exactement les mêmes et je me retrouve sans arrêt à m'en mêler les pinceaux. Je disais donc un mélange tour par tour et temps réel, même si le centre du gameplay, c'est le tour par tour, mais c'est le temps réel qui semble avoir le plus évolué. On a donc un bouton pour donner des coups d'épée, un pour esquiver, un pour faire une super attaque qui aura une forte chance de mettre l'adversaire dans les vapes, et un pour lancer une magie que vous aurez choisie au préalable parmi toutes celles dont vous disposez. Un des ajouts de cette version, c'est une compétence nommée ZOC, ou ZOC, qui permet de geler dans le temps les ennemis pendant quelques secondes, ce qui vous laisse leur faire rapidement des dégâts. Il y a un cooldown entre deux utilisations de cette compétence évidemment. L'autre ajout, c'est la possibilité de donner une indication à vos équipiers afin qu'ils fassent un contre puissant juste après que vous ayez esquivé une attaque ennemie. Concernant les combats au tour par tour, ici aussi on reprend le système avec les quartz qui ont des effets différents en fonction des emplacements dans lesquels vous les mettez dans votre Sypha, autrement dit votre smartphone qui vous permet de faire de la magie. L'évolution principale que j'ai notée pour le moment, c'est la compétence ZOC qui sert également au tour par tour et qui permet à votre personnage de faire une double attaque.
Par contre, faites gaffe, puisque le jeu a toujours nécessité 2 temps pour lancer une magie, un tour pour la préparer, puis un tour plus tard pour la lancer, l'utilisation du Zoc permettra à ces 2 tours de s'enchaîner. Pratique si vous avez absolument besoin de lancer une magie, mais vous perdez la possibilité d'enchaîner 2 attaques. Bref, aujourd'hui je ne vais pas plus rentrer que ça dans le détail du gameplay. Les ajouts sont appréciables et ils complètent un système qui ne manquait déjà pas de profondeur. Il reste juste à espérer que ça ne rende pas le jeu trop facile comme ça avait été le cas pour Trace in the Sky. À l'heure actuelle, j'ai évidemment plein de questions en tête, et j'espère que ce nouvel épisode de la série saura y répondre, ou en tout cas permettra enfin d'avancer un grand coup dans l'aventure. On est dans un cas assez étonnant, à savoir que Horizon est sorti au Japon en 2024, et à l'heure actuelle, même si nous savons que la saga des Trace n'est pas terminée, nous n'avons encore aucune information concernant le futur de la série. Et c'est une première parce que jusqu'à présent, lorsqu'un épisode débarquait en Occident, la suite était déjà disponible au Japon. J'imagine que nous aurons des nouvelles concernant le prochain opus durant l'année prochaine, et quelque part ça ne me gêne absolument pas que Falcom prenne son temps. On sentait que Daybreak 2 avait été rushé. Et même si je m'avance pas concernant Horizon, je ne souhaite qu'une chose, c'est que le studio peaufine la suite aussi bien qu'il peut. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour mon avis final sur cet épisode. Dites-moi si vous avez téléchargé l'une ou l'autre des démos et ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à The Trace, que ce soit le dernier sorti, ou rattrapez votre retard si besoin. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.